Bonjour, bienvenue dans le podcast Smile in Brive, le podcast qui partage les énergies positives de Brive et ses alentours avec des rencontres souriantes. Je suis Mylène Lavial, votre hôte pour cette série de rencontres inspirantes qui donnent envie de sourire. Mon métier est d'accompagner les individus et les entreprises à s'épanouir au travail et c'est donc tout naturellement que Smile in Brive et alentours. Merci d'avoir écouté Smile in Brive et n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour être prévenu de l'arrivée des prochains épisodes et retrouver le sourire. Bonjour. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram, YouTube en tapant Smile in Brive. Votre soutien est précieux pour ce lancement, alors n'hésitez pas à partager autour de vous et sur les réseaux. Merci, à très vite. Et tu as écrit un livre incroyable, Vaincre les TMS, prévenir et guérir les troubles musculo-squelettiques. Alors j'ai tout de suite ressenti ton envie d'impacter les gens avec cette question. Et si nous prenions en charge notre santé ? Il est essentiel d'adapter le travail à l'homme, mais nous devons aussi nous adapter. Des solutions existent pour mieux vivre et c'est ce dont tu vas nous parler aujourd'hui. Les actions concrètes que tu proposes sont vraiment précieuses et en plus faciles à appliquer. Alors j'ai vraiment hâte que tu nous les partages. Alors installez-vous confortablement, préparez-vous à découvrir comment vaincre les TMS. C'est parti. Est-ce que cette présentation te convient ? C'était parfait, j'aurais pas fait mieux. Parfait. Alors on va rentrer dans le vif du sujet et ce que je vais te proposer, c'est peut-être de dire déjà comment aujourd'hui tu es arrivé ici, là, à écrire un livre sur les TMS et puis nous dire aussi ce que c'est les TMS. Parce qu'au-delà de ce sigle, les troubles musculo-squelettiques, voilà, dans quel cadre et comment et où est-ce qu'on parle des TMS ? Alors comment je suis arrivé là à écrire ce livre Vaincre les TMS ? C'est tout simplement un ami à moi qui était un ancien maître de stage en master qui m'a contacté il y a quelques années, il y a 1 an, 2 ans. Qui m'a dit voilà, je sors un livre, je fais des livres avec une édition, une presse, et dans une collection qui est Si on allait mieux. Et il m'a dit voilà, je vois que tu as été formateur à TMS, est-ce que ça te plairait de partager ta connaissance au grand public en écrivant un livre sur cette thématique-là ? Parce que je pense qu'il y a un besoin et les gens, pour qu'ils puissent mieux comprendre ce qu'est cette problématique-là. Donc ça a été un projet pendant 1 an et demi, 2 ans où j'écrivais ce livre-là, où l'idée c'était de pouvoir apporter déjà les connaissances de base de ce qu'est les TMS. Donc c'est pour ça qu'on va en parler aussi de ce qu'est exactement les TMS, parce que très peu de personnes connaissent. Et puis aussi, surtout, d'apporter des outils concrets aux personnes. C'est que ce que je voulais dans ce livre-là, c'était que les gens puissent prendre le livre et se dire tiens, j'ai des outils qui peuvent m'aider au quotidien, j'ai juste à prendre mon livre qui est très facilement en plus transportable et puis voilà, j'ai mal quelque part, tiens, je sais que j'ai lu ce livre-là, je sais qu'on m'a donné des conseils dans ce livre-là et je vais pouvoir... un peu comme une ressource en fait. Ouais, un peu comme une boîte à outils, quoi. Ouais, voilà. Le dictionnaire des TMS avec des exercices, c'est exactement ça. Après, qu'est-ce que les TMS ? Mais oui, qu'est-ce que c'est ? TMS, troubles musculo-squelettiques, quand on écoute ce terme-là, en fait, c'est un peu barbare. Après, c'est assez connu dans les entreprises, mais quand on demande aux personnes concrètement dans la rue qu'est-ce que des TMS, très peu de personnes connaissent vraiment. Mais en fait, ils connaissent peu ce terme-là, mais en fait, ils connaissent très très bien dans leur quotidien parce que on a tous ou beaucoup de personnes sont touchées par ces troubles musculo-squelettiques, qui est concrètement en fait des douleurs qui sont liées à différents facteurs et qui sont intervenus aussi surtout dans les facteurs du travail. Bah, globalement, c'est un peu quand on dit j'ai mal au dos, j'ai mal au poignet. C'est la traduction hors entreprise. En fait, moi, ce que j'avais compris, c'est TMS, c'est le terme vraiment en entreprise. Et j'ai mal au dos. C'est le terme normal. J'ai mal au cervical, c'est le terme hors entreprise des TMS. C'est ça ? Ouais, les TMS, en gros, il faut imaginer que c'est un peu comme une boîte où on a mis, dans cette boîte-là, on l'a intitulé TMS, mais à l'intérieur, on a mis tout ce qui était douleur liée essentiellement au travail. Donc douleur au cervical, céphalée, donc des maux de tête, le canal carpien qui est assez connu, les lombalgies, les hernies discales, les tassements discales, les douleurs sciatiques, toutes ces douleurs-là qui interviennent, que les gens voient apparaître au fur et à mesure de leur expérience professionnelle, en gros c'est les TMS. Donc quand vous avez à un moment donné, vous êtes au travail et qu'avec les années de travail, vous commencez à ressentir au départ des raideurs, parce que ça part aussi que des raideurs, ça peut être que des raideurs,
Mais les gens considèrent que les TMS, c'est à partir du moment où on a mal. Mais avoir une raideur cervicale, ne pas pouvoir tourner la tête à gauche ou à droite, ça commence déjà à être dans le cercle des TMS. Ah ouais, je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que ça veut dire aussi que ça nous apprend à peut-être écouter un petit peu plus notre corps qu'on a parfois un peu oublié dans l'entreprise. On va pas faire de généralité, mais en tout cas, ce que j'entends, c'est que déjà, il faut se dire « Ah, j'ai une raideur ». C'est la problématique du genre humain, c'est que on est habitué à agir au moment où on est vraiment au pied du mur. Il y a un terme qui revient assez régulièrement, quel que soit dans les maladies, que ce soit l'obésité, le diabète, autres, c'est la prévention. Ouais, oui. Et la prévention, en France, on a un peu de mal. On n'a pas cette mentalité-là de se dire tiens, j'écoute mon corps, donc je commence à avoir cette raideur-là, donc je vais commencer à changer des choses dans mon quotidien pour éviter que cette raideur devienne une douleur, voire un handicap. Et c'est ça ton métier en fait? Alors mon métier, c'est ça. À la base, c'était en tant que formateur, c'était de dire aux gens attention, si vous êtes déjà dans la partie douleur, raideur, c'est d'éviter que ça devienne des douleurs. D'accord. Mais c'était aussi les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, de leur dire attendez, là vous pensez qu'à 21 ans, 22 ans, vous êtes fort et que vous n'avez pas de douleur, vous n'avez rien. Mais faites gaffe parce que dans 10 ans, 30 ans, quand vous aurez 50, 60 ans, et en plus maintenant on va de plus en plus travailler tard, il faut écouter son corps et ça se commence maintenant, c'est-à-dire même quand vous n'avez pas de douleur. Il faut d'abord commencer à avoir une certaine hygiène de vie, une hygiène corporelle. Alors là, c'est la partie plutôt aussi personne, mais c'est aussi alerter aussi l'entreprise sur les conditions aussi de travail et d'essayer de travailler en collaboration pour que l'environnement aussi n'use pas trop la personne. Ça veut dire quoi cette notion de... Ça parle de notre hygiène de vie? Le corps, c'est un outil de travail. Donc, comme tout outil de travail, tous ceux qui travaillent avec un outil doivent à un moment donné entretenir cette machine. Un peu comme une voiture. Comme une voiture, alors souvent moi j'utilise un peu ce terme-là qui est le couteau et la fourchette. C'est nos mains, entre autres, c'est couteau et fourchette. On les nettoie pour que le lendemain on puisse les réutiliser. Là, c'est le même principe. Quand on va en tant que responsable sécurité dans l'agroalimentaire, on utilise des machines. Ces machines-là, au bout d'un moment, on les nettoie pour qu'elles puissent continuer à fonctionner. Notre corps est exactement pareil. Le problème, c'est qu'on a tendance à l'oublier. Ça. Et de ton vécu, de ton expérience, de toutes les personnes, comment est-ce qu'on fait pour justement ne pas l'oublier? C'est ça qui est... Souvent, l'oubli. Déjà, on lit ton livre, ça c'est sûr. Déjà, c'est la première chose, on est d'accord. Il faut lire son livre. Le mettre sur sa table de chevet ou sur sa table de bureau. Et l'offrir. L'offrir. Ok. Non, la deuxième chose aussi, c'est que les gens ne l'oublient pas quand ils ont déjà vécu une première expérience de douleur. Et c'est déjà trop tard, en fait. C'est un peu comme... commencer à se brosser les dents parce qu'on a déjà eu une carie. C'est déjà trop tard, on a déjà eu la carie. Et en fait, faut avoir cette mentalité de se dire mon corps, c'est mon outil. C'est un peu comme le sportif. Je l'entretiens pour que demain, quand je vais au travail, que je suis 8 heures debout à piétiner, ou je suis en train de porter des cartons de 20, 25 kilos, ou des sacs de ciment, ou même des gestes répétitifs, mais cette machine-là, je l'use au fur et à mesure et il faut que j'arrive à l'entretenir. Et c'est un peu ce que tu appelles dans ton livre le cercle vertueux des TMS, c'est ça? Alors plutôt le cercle vicieux des TMS. Parce que vertueux, ça va être compliqué, mais plutôt vicieux. Ouais. Le cercle vicieux des TMS, oui, c'est ça. C'est, en fait, on est dans une sorte de système où on l'a tous vécu, ça. Je commence à avoir un petit peu de douleur, une petite raideur, mais dans les TMS, ça va être, par exemple, j'ai mal au bas du dos. Bon, comme tout le monde, de toute façon, tout le monde a mal au bas du dos, comme tout le monde. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai qu'on a le sentiment parfois que on peut rien faire. Oui, il y a ce sentiment-là. Alors les gens ont tendance à être fatalistes face aux douleurs en disant de toute façon j'ai mal au dos, mais tout le monde a mal au dos, c'est le mal du siècle, tout le monde parle de ça, mais en fait non, pas forcément. Ça dépend aussi de la manière dont on l'utilise. Alors ça dépend dans quelles conditions aussi on travaille, ça je le néglige pas, et je pense qu'il y a un gros travail aussi sur les entreprises, c'est pour ça qu'il y a des choses qui existent, des financements entre autres pour les entreprises pour acheter du matériel pour adapter le travail, mais c'est aussi la personne en tant que telle de se dire tiens, j'ai mal au dos, mais qu'est-ce qui a fait dans mon quotidien, dans ma manière de vivre, de ma manière de travailler, qui fait que j'ai mal au dos? Et ça, ce questionnement, souvent les gens l'oublient.
et en fait vont dans ce cercle qui va être je vais avoir une douleur, donc je vais prendre un premier médicament, le paracétamol, essayer de faire passer la douleur, puis après je vais aller voir mon médecin parce que c'est trop douloureux, donc je vais avoir des anti-inflammatoires ou des décontractants musculaires, mais je vais encore avoir mal, donc je vais aller voir un kiné qui va me donner des exercices, mais je les fais pas parce que le kiné me donne des exercices, mais bon, je le vois toutes les semaines, donc je vais pas faire les exercices. Puis un jour, je vais avoir un diagnostic qui va tomber, qui va être par exemple une hernie discale, où là, c'est un handicap, parce que c'est-à-dire qu'il peut avoir une opération derrière, et une opération, c'est pas une chose facile. Et la rééducation peut aussi très mal se passer. Donc on a des gens, par exemple, qui peuvent avoir 3, 4 hernies discales dans leur vie, et qui n'ont pas forcément changé leur quotidien, ou qui n'ont pas non plus essayé d'alerter aussi leur employeur, par exemple, en disant faut qu'on essaie de travailler ensemble pour essayer d'adapter le travail. Et oui, parce que vous êtes tous impatients en écoutant, il y a des solutions. C'est ça qui est formidable dans ton livre. C'est qu'il y a des solutions qui sont imagées en plus. Tu as pris un grand soin, je t'engage vraiment à le découvrir, mais tu as pris des photos, des postures, des images, et donc du coup, qu'est-ce que tu nous conseilles un peu le guide pratique concret par rapport, pour toi, les premiers gestes qui semblent vraiment importants, quoi. Alors, les premiers gestes, déjà, c'est les premiers gestes du matin. Ah oui. C'est... quand on se lève, la première chose qu'on fait de se lever, c'est de passer de la position allongée à la position assise. D'accord. Comment je me lève de mon lit ? Si je suis sur le dos, est-ce que je passe par l'avant ? C'est-à-dire, en gros, est-ce que je fais une sorte d'abdominaux, quoi ? Ou est-ce que je passe sur le côté ? Les gens vont dire, oui, moi je passe par le dos et je me suis jamais bloqué le dos. Oui, mais dès le matin, à froid, après une nuit où les muscles sont un peu raides, et je me lève le matin comme ça, un jour ça passe, mais un jour ça va pas passer parce qu'il y a une trop forte sollicitation des muscles. Donc le premier geste déjà, vous mettez déjà en sollicitation le bas du dos, par exemple. Alors que le retournement, le passage sur le côté, ça va être un mouvement qui va être beaucoup plus fluide et beaucoup plus mécanique, et surtout économiquement, va économiser vos muscles. On commence le matin avec un capital à 100% et on n'est pas déjà à taper dans le muscle, en gros. En fait, c'est ça, c'est un peu comme la PLS. Pour ceux qui connaissent la position latérale de sécurité, on arrive à mettre une personne sur le côté qui est inconsciente, c'est-à-dire qu'elle n'a aucun tonus musculaire. Et pourtant, on arrive à la faire bouger. Ben là, c'est le même principe, c'est le matin, je me lève, je commence déjà à me passer sur le côté, qui me permet d'éviter que dès le matin, mon bas du dos, et surtout en plus pour des gens qui sont assez fragiles dans le bas du dos. Top, merci. Déjà, ça c'est une première chose. Il y a la sortie du véhicule, comme on sort de sa voiture. Ça c'est important. Fameuse voiture où on a eu des personnes, il y a pas mal de témoignages dans le livre où je ressors des gens que j'ai pu rencontrer en formation. Où j'avais aussi une personne qui en sortant, en arrivant au travail, bien sûr il fait très froid l'hiver, je mets le chauffage à fond et je veux sortir de la voiture. Mesdames, souvent le sac à main est derrière, bien sur sûr. le côté, donc vous commencez à sortir de la voiture et puis en fait vous vous rendez compte que votre sac vous l'avez laissé, donc vous retournez et là blocage du dos complet. Donc pompiers sont arrivés, etc. Donc même la sortie du véhicule, c'est aussi une technique à avoir. Et là, c'est quoi la technique ? La technique, c'est la rotation du bassin. C'est c'est pour ça que c'est imagé aussi dans le livre, c'est qu'en expliquant comme ça, c'est compliqué, mais ça permet en fait tout part du bassin. Donc si votre bassin tourne, la colonne, vous allez pouvoir la garder droite et éviter d'aller chercher dans les muscles la rotation qui pourrait amener à un blocage de dos. Le fameux lumbago, entre autres. Très bien, déjà merci pour tous ces outils comme ça. Ouais, des petits outils. J'avais vu aussi quelque chose dans ton livre qui m'avait fait sourire, c'était le choix de l'oreiller. Exact, ouais. Alors souvent l'oreiller, on entend tout, oreiller ergonomique. Alors qu'est-ce qu'il faut prendre ? Alors déjà, la première chose, c'est regarder dans quelle position on s'endort. La première chose, c'est on est tous des grands bébés, donc on va tous s'endormir dans une certaine position, soit sur le dos, soit sur le côté, mais côté gauche, donc moi, par exemple, je dors sur la droite de mon lit, donc je vais plutôt dormir à ma droite, donc regard vers l'extérieur. D'accord. Donc cette position-là, c'est dans laquelle je vais vraiment trouver le sommeil. Je peux commencer à m'endormir sur le dos, par exemple, mais pour vraiment aller chercher le sommeil, je vais me mettre sur la droite. Et là, je vais dormir. Donc cette position-là, pour moi, c'est une position de référence qui fait que dans la nuit, si je dois me lever parce que mon chat miaule à 5h du mat parce que je dois le sortir, ce qui est la réalité, je vais me lever, je vais l'ouvrir et je vais me remettre dans cette position-là pour trouver très vite le sommeil. Ok. Donc cette position-là va assez régulièrement intervenir dans la nuit. Donc je vais être souvent dans cette position-là. Et cette position, à partir de là, je vais regarder en fait un repère qui est la ligne front-nez.
Donc cette ligne-là qui est droite doit être parallèle au matelas. Donc ça va jouer sur l'épaisseur en fait de mon oreiller. Ok. C'est l'épaisseur de l'oreiller pour qu'en fait tout simplement les cervicales soient alignées avec le reste de la colonne vertébrale. Si j'ai trop d'oreillers, si j'ai 2 oreillers, ce qui arrive souvent, ou ce qu'on voit souvent, mais c'est de moins en moins, mais les fameux traversins plus un oreiller. Alors le traversin, je vois pas pourquoi, c'est à part partager son oreiller avec son compagnon ou sa compagne, mais ça sert à rien. On est différents chacun. Ça amène trop d'épaisseur, donc notre tête n'est pas du tout alignée, et donc là, ça crée des tensions au niveau musculaire, au niveau, pareil, des pressions au niveau vasculaire, et puis aussi tout ce qui va être structure de la colonne vertébrale avec les disques, et surtout les disques intervertébraux, et puis les vertèbres en tant que telles aussi. Donc on a des gens qui, par exemple, se réveillent le matin, qui ont mal à la tête, ou qui ont des raideurs dans les cervicales dès le matin, en pensant que c'est parce que la veille, ils ont travaillé, etc. Alors oui, ça joue, mais c'est aussi peut-être parce qu'il y a trop d'épaisseur et donc la tête est mal positionnée. Et au fur et à mesure des années, en fait, il y a cette raideur qui s'installe, qui va amener à des maux de tête aussi plus régulières, donc des fameuses céphalées. Donc c'est vraiment des gros maux de tête sur le devant, le bas, enfin au-dessus des yeux ou même carrément derrière un œil, parce qu'on vient compresser un nerf qui se situe au niveau de la tête, qui est le nerf d'Arnold entre autres. Donc voilà, il y a toutes des conséquences qui se jouent sur juste l'épaisseur de l'oreille. Et on le voit, hein, c'est des gens qui, par exemple, partent en vacances et qui amènent leurs oreilles. Sinon, ils ne peuvent pas dormir, ils n'arrivent pas à dormir. Parce qu'ils ont trop cette habitude-là et ça amène des raideurs. Donc il faut savoir casser ça et trouver ce fameux repère qui est la ligne nez, menton, front, en fait, qui doit être alignée au matelas. Ok, bah merci déjà pour ces éléments. Petites choses. Ouais, c'est des choses importantes. Et toi, du coup, dans ton métier, c'est comment est-ce que tu accompagnes parce que j'avais vu qu'il y avait 3 piliers dans ton livre, que j'avais trouvé ça intéressant. Échauffement, renforcement, étirement. Ouais, alors, on va pas spoiler tout le livre. Mais tu nous as donné déjà des idées... des choses importantes d'observer notre corps dès le matin, je note bien. Mais en même temps, voilà, comment ça se passe concrètement aussi quand on est au travail Alors, en fait, il faut partir du principe que, moi je dis toujours aux gens qu'on est des sportifs, même si on est au travail et même si on est en position assise la journée. La mobilité crée des douleurs, l'immobilité crée également des douleurs. L'immobilité prolongée, quand on reste 8 heures assis dans un bureau, c'est pareil, ça crée des contraintes aussi. Les personnes qui sont dans les bureaux sont aussi touchées par les TMS. Donc il faut partir du principe que c'est un peu comme si on allait faire un match de foot ou un match de tennis. Hein. Même si on va s'asseoir dans un bureau. Même si on va s'asseoir. On va en fait réveiller son corps. Ou si on est à une machine debout toute la journée, en manutention. L'échauffement va permettre d'échauffer déjà, d'augmenter la température corporelle. Donc on a des gens qui, par exemple, travaillent en 3-8. Donc dès le matin, ils commencent à 3h ou à 5h du matin. Dans le froid, là, on va arriver dans une période où il va commencer à faire froid. C'est-à-dire qu'on arrive dès 5h, on s'est levé peut-être 1 heure avant, on a pris son petit-déj, on y va, on n'est pas très motivé, on arrive et en fait tout de suite on attaque le travail. Il faut comprendre qu'il faut que ça chauffe. Donc, faut s'échauffer. Donc, un peu comme le matin quand on se lève. Un peu comme le matin quand on se lève. Donc on s'échauffe, chauffe les articulations, on échauffe, on fait un peu augmenter le rythme cardiaque. C'est pas des échauffements très très longs. Et après, derrière, ça peut être aussi échauffer les parties du corps qui vont être le plus sollicitées au départ. Ça peut être, voilà, je travaille une manutention assez fine. J'ai pu voir dans des entreprises où ça va être vraiment un travail très fin avec les doigts, les poignets. Ben voilà, je vais plutôt solliciter et chauffer ces membres-là pour qu'ils soient très vite chauds, pour que dès que je vais commencer à travailler, je sois prêt. En fait. Après, il va y avoir le travail à faire. Et c'est là où des fois, il faut aussi un peu de musculature. Entre autres, si on doit manipuler des charges, donc il faut des muscles pour porter ça. Même si on est limité aussi à en est dans la charge, hein, mais on doit aussi avoir des muscles qui sont prêts et puissants pour pouvoir porter ces charges-là, d'où le renforcement musculaire qui doit se faire aussi au quotidien. Et puis après, il y a l'étirement qui est une phase de récupération, où je vais en fait essayer d'évacuer toutes ces tensions, toutes ces toxines, hein, le corps crée des toxines, les muscles créent des toxines, toute cette saleté qu'il y a dans le muscle qui font qu'on fatigue le muscle, on fragilise le muscle. D'accord. Le nettoyer
enlever les tensions pour que le lendemain, quand je reviens, j'ai en fait nettoyé ma machine et elle est repartie pour faire une journée de travail. Je trouve ton explication formidable. Ça m'a presque donné envie aussi. Mais si ça te donne envie, j'espère. Ouais, je l'avais pas vu comme ça, notamment sur les étirements où on se dit toujours... je vais pas dire, je finis souvent par dire oui, ça va aller, je les ferai demain. C'est toujours, alors en fait, quand on parle d'étirement, souvent les gens associent l'étirement à la pratique sportive et donc font des étirements que durant une pratique sportive. Mais il y a des gens qui ne pratiquent pas de sport ou d'activité physique ou etc. Donc ce qui se passe, c'est qu'ils s'étirent jamais. La problématique, c'est que notre muscle, à un moment donné, pas s'étirer, il perd cette notion d'étirement, d'élasticité, et on s'enraidit. Et cet enraidissement, au fur et à mesure des années, amène des douleurs. À un moment donné, le poids entre les omoplates, la raideur, comme je disais, au cervical, la barre lombaire, les crampes, les douleurs au mollet parce que toute l'année je suis en talons et puis l'été je prends des claquettes et là je vois que j'ai super mal au mollet, j'arrive pas à marcher avec des claquettes ou ça me fait mal. Tout ça montre des raideurs musculaires au niveau des muscles, au niveau du corps. C'est parce que tout simplement il n'y a pas ces étirements-là donnés au corps. Il faut garder une certaine souplesse. Alors faut pas être Jean-Claude Van Damme, hein, mais c'est redonner une souplesse, une élasticité et surtout essayer un peu, moi je donne souvent cette image-là, un peu que le muscle est une serpillière et qu'il faut l'essorer. C'est exactement ce que c'est. Ah oui, parce qu'il laisserait plein de toxines. Exactement. Et que du coup l'essorer... Puis moi ce que ça me fait penser, c'est aussi remettre du vivant, en fait, du mouvement. C'est ça. Parce que cette raideur, elle peut... Étirer un mouvement. Quand on est en position assise toute la journée, se lever et se faire un étirement du mollet, par exemple, parce qu'on est sujet à des crampes ou des jambes sans repos, l'étirement, même après, derrière, on sent un bien-être. En fait, on sent un relâchement du corps et on se sent beaucoup mieux et ça permet aussi de pouvoir tenir la journée et voire même le soir de pouvoir trouver aussi un sommeil beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide. Ouais, parce qu'on a un relâchement total. Oui, et puis ce que je trouve intéressant dans l'étirement aussi, c'est qu'il y a une notion de respiration qui peut rentrer en compte. Et à partir de ce moment-là, ça a une action... ça peut avoir une action aussi sur le stress, sur le sentiment de stress, sur l'anxiété. Le fait de revenir à une respiration, à une détente du corps. C'est ça, il y a ce côté aussi, je prends un temps pour moi. C'est ça. Je pense qu'on est dans un monde où on est constamment, si même quand on est posé quelque part, on prend son téléphone parce qu'on va regarder les réseaux, on n'a plus ce temps où j'arrête et je me prends un temps. Dans l'expérience que j'ai pu voir en tant que formateur, j'avais des femmes qui carrément, à la douche, après la douche, restaient dans la salle de bain et s'étiraient parce que c'était le seul moment où elles pouvaient avoir ce temps-là pour elles. Même s'il y avait les enfants qui tapaient derrière la porte. Mais voilà, c'était ce côté-là où je me retrouve et je me détends clairement. Et c'est important, c'est vrai, cette notion de... Est-ce que j'ai... quel temps je prends pour prendre soin de moi chaque jour et quel temps j'accorde à ma machine, à mon corps chaque jour pour prendre soin de lui et puis pour continuer demain et après-demain. Ça, c'est important. Il y a un lien entre le corps et l'esprit. Moi, bien sûr. De toute façon, je ne suis pas le premier à le dire, je ne serai pas le dernier, mais il y a ce lien-là et c'est vrai que dans le travail, on est au travail, on pense à ce qu'on doit faire et souvent on a des personnes, c'est je vais travailler, je rentre et puis je vais retravailler le lendemain. Et il n'y a plus cette notion de comment moi je suis, plus cette connexion avec son corps. Donc en fait, on laisse traîner un peu les choses. Et un jour, quand la douleur est vraiment là et qu'il faut s'arrêter de travailler ou même jusqu'à reclasser une personne sur un autre poste, c'est là où la personne dit mais si j'avais su, j'aurais peut-être fait différemment. Mais c'est déjà trop tard. Et j'aime beaucoup le mot que tu viens de dire en fait aussi de connexion. De connexion à son corps, de connexion à... aussi ce qui est bon pour soi et comment est-ce qu'on peut parce que derrière aussi ça joue sur la qualité des relations, sur beaucoup de choses. Et d'ailleurs j'avais une petite question, comment est-ce que tu es arrivé à travailler sur les TMS? Alors à la base quelques minutes. C'est en même temps ce qui vient dire aussi pourquoi je suis à Brive maintenant, parce que je suis pas originaire de Brive, c'est que j'ai trouvé, dans le cadre professionnel, en fait, j'ai trouvé un poste en tant que formateur TMS, et vu que j'ai en base d'études un master activité physique adaptée pour la santé, APA. Avant, je travaillais dans un centre de rééducation pour des personnes en situation d'obésité et de diabète. Je suis arrivé sur Brive sans connaître Brive.
Mais voilà, j'ai postulé à ce poste de formateur TMS et ça a apporté ce côté un peu coach sportif avec ce côté étirement, échauffement, renforcement, étirement, voilà, côté prendre soin de son corps. Parce que dès qu'on prend soin de son corps, il y a aussi la tête qui... on prend soin de sa tête. Super, merci. Alors on arrive à la question. D'ailleurs, avant, il y a les questions sur Brive, mais avant, j'avais envie de te poser la question. Pourquoi Brive, en fait Pourquoi Brive ? Ouais, comment tu te sens à Brive ? Ça fait combien d'années que tu es à Brive ? Ça va faire bientôt 10 ans, là. Ah, 10 ans. Ça fait presque 10 ans. Ouais. Okay. Pourquoi Brive ? Alors déjà, pourquoi Brive ? C'était opportunité professionnelle. Après, j'aime bien la ville, je connaissais personne. Ah oui, tu m'avais dit à la préparation, je suis tombé amoureux de la région. C'est ça, exactement. Moi, là-bas, je suis vendéen, donc c'est plat et la mer. Là, c'est vallonné et les lacs. Ah bah oui, c'est ça. Mais ce côté nature, la nature. Ce côté plaisant, calme, à l'échelle... J'étais avant à Cergy-Pontoise, donc c'était complètement la différence. Donc arriver ici où voilà, il y a ce côté nature, ce côté calme, et de quoi en fait vivre une vie de famille. C'était surtout ça, avoir l'opportunité de pouvoir avoir un bien et puis aussi d'avoir une vie de famille agréable et éduquer un enfant, ma fille entre autres, dans un environnement qui est serein. Ouais, top. Alors, je vais te poser une question. C'est quoi ta plus grande fierté des réussites ? Tu as envie de partager là où tu dis oh bah ouais, ça c'est vraiment une réussite, je suis ma plus grande fierté, je dirais ma fille. De toute façon, je pense que ça c'est vraiment. Et après, il y a mon livre, mais en premier lieu, ma fille. Après, il y a bien sûr le livre. C'est vrai que c'est un gros travail. Genre, il y a 10 ans, on m'aurait dit, ou même dans ma vie, on m'aurait dit tu vas écrire un livre. Je pense que j'aurais jamais été. Je me serais jamais écrit déjà. C'est chouette. Ouais. Donc c'est un gros aboutissement. C'est l'aboutissement d'un projet et c'est une certaine fierté aussi d'avoir écrit un livre. Je me dis voilà, il y a un livre avec mon nom dessus. Ouais, bravo. Et puis après, c'est mon parcours professionnel. Je pense que j'ai vraiment, c'était pour l'instant un bon parcours. Un petit conseil si on a envie de... Nous, on aime bien les histoires aussi ici qui donnent du baume au cœur. Et si tu as un petit conseil pour rester motivé, inspiré toujours avoir le plaisir, trouver du plaisir dans ce qu'on fait. Du plaisir, ouais. On a plutôt tendance à être toujours un peu dans le négatif, mais prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Il y a toujours des choses qui ont fait... Aller chercher ce qui va bien et se faire plaisir. Chercher le côté positif. Dans la journée, essayer de trouver... tout ce côté, trouver le plaisir. Voilà. Ok, ça marche. Alors, on a des questions rituelles dans le podcast. Enfin, j'ai des questions, d'ailleurs. Pourquoi quel est ton souvenir le plus drôle, le plus inoubliable à Brive et ses alentours ? Quelque chose qui t'a fait sourire. Après, il y en a plein à Brive. Il y a plein de choses. Okay. Je pense que je dois peut-être pas être le seul à dire ça, mais après, je pense qu'à Brive, on a vraiment de quoi sourire assez régulièrement. Il y a les soirées d'été avec des copains, il y a tous les événements qu'on a sur le bassin de Brive, les concerts, les marchés de pays, les matchs de rugby. Tout ça amène de la joie, en fait. Et moi, j'aime bien ce côté-là, ce côté festif. Alors, c'est pas dire que je sors tous les soirs, mais c'est ce côté plutôt rassemblement de personnes autour d'un même événement qui fait que ça donne de la joie, il y a de la musique, les gens sourient, ils sont contents de se voir. On aime bien faire la bamboche, comme on dit. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça en fait, c'est plutôt ça. Il n'y a pas un moment précis comme ça. En fait, j'en ai beaucoup où j'ai souri et qui restent dans ma mémoire. Top, merci. Si Brive-la-Gaillarde était une chanson, ce serait laquelle ? Alors, pas très connue. C'est Feel Good de Polo and Pan. Donc, je sais pas si... tu connais. Non. Mais moi, j'aime bien la musique électro et Android, c'est un groupe électro. Et Feel Good, c'est un peu ce côté Brive, on est bien, quoi. Top. Merci, ça donne envie de l'écouter. Ouais, tu vois. Quel est ton endroit préféré à Brive et ses alentours pour te ressourcer ? La campagne autour, en fait. Ouais. Je pratique du vélo, entre autres du vélo de route, de la course à pied. Donc, en fait, très vite, on peut se retrouver dans la campagne, dans la nature le matin. Souvent, je prends le dimanche matin mon vélo et je vais faire du vélo. Je peux aller à n'importe quel endroit. Je vais avoir ce côté loin du bruit, près de la nature, la fraîcheur de la campagne du matin, le soleil. Tout ça me ressource. Ça fait du bien, en fait. Ça apaise. Le contact avec la nature. C'est ça, exactement. Est-ce que tu as un rituel pour commencer la journée avec le sourire ? Une bonne douche et un bon café. Parfait. Et on se lève sur le... Côté.
Est-ce que tu as une astuce pour faire sourire les gens autour de toi ? Moi, c'est l'humour. Ce côté humour, je pense que le sourire aussi est très vite... Contagieux, voilà, chercher le mot. C'est contagieux et j'aime bien taquiner les gens, j'aime bien rigoler sur eux, m'auto-chambrer aussi, hein, j'aime bien aussi l'autodérision. Mais ce côté humour, en fait, je pense que par l'humour, on arrive à faire on arrive à faire bouger les gens, on arrive aussi à faire adhérer les gens. Et ça, j'aime bien parce que ça crée une motivation chez les gens et de sourire aussi. On sent la bonne humeur en tout cas. On va terminer. Alors pour terminer en beauté, imagine que tu as la possibilité de faire une campagne d'affichage à Brive avec un message qui donne le sourire. Quel message tu voudrais transmettre ? Il y a 2 choses. Ouais, donc 2 campagnes d'affichage. Okay. Au cas où. Il y a la campagne où c'est arrêtez-vous un instant et pensez à la chance de vivre en Corrèze. Ce côté pensez, prenez le temps, vous êtes sur le feu rouge, vous voyez cette affiche, vous arrêtez, vous dites mais en fait je suis pas si mal que ça. Même rien qu'en t'écoutant, tu vois, ça m'a fait du bien. Et la deuxième c'est et toi, oui toi, pense à 3 choses positives dans ta journée ou dans ces dernières heures. Pour que la personne se dise tiens, en fait, je suis peut-être sous la pluie, dans les bouchons, même si à Brive, il n'y en a pas non plus énormément, mais tiens, j'ai 3 choses positives, un peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Il fait beau, ou tiens, ce matin, j'ai une super nouvelle, enfin voilà, des choses positives pour que les gens puissent... j'imagine la personne derrière sa voiture et qui sourit, qui est en train de se faire les 3... et qui sourit toute seule. Ah ouais, c'est top ça. J'imagine ça, ouais. Parce que souvent, dans la voiture, on est un peu morose. Oui, c'est ça. Voilà. Ah, mais j'aime bien. Les 2 affiches. Donc, je vois bien les 2 affiches sur les 3 points positifs. Bah, écoute, merci beaucoup. À toi, merci. Merci. Ouais, merci vraiment de nous avoir éclairés de tout ton savoir et pour ce fabuleux livre que vous pouvez retrouver aux éditions InPress. Vaincre les TMS, prévenir et traiter les troubles musculo-squelettiques et surtout pour toute ta générosité dans les conseils que tu nous as donnés. C'était formidable. Merci à toi. Que ça aidera certaines personnes et que ça sera le petit outil qui leur permettra d'être beaucoup mieux. C'est sûr. Merci à toi. Je te remercie. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté Smile in Brive et n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour être prévenu de l'arrivée des prochains épisodes et retrouver le sourire. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram, YouTube en tapant Smile in Brive. Votre soutien est précieux pour ce lancement, alors n'hésitez pas à partager autour de vous et sur les réseaux. Merci, à très vite.